Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Donc moi c'est Abdoulaye Cissé, ingénieur d'études et de développement avant tout. Et aujourd'hui, mon équipe et moi, nous avons l'honneur de vous faire une présentation sur l'analytique moderne avec AWS Kinesis, Setup, Snowflake et Tableau. Voilà. Abdoulaye, on ne t'entend pas bien, tu peux juste augmenter le son. Ok. Donc là, nous avons le sommaire qui va un peu nous donner une idée de comment va se dérouler la présentation. Donc, nous allons commencer par le Big Data. Donc, parler un peu du Big Data, le définir. Ensuite, parler de l'analyse de données de façon globale. Ensuite, nous allons présenter l'architecture du use case. Donc, on a fait mise en place un petit use case. La présentation ne sera pas que théorique, il y aura une petite partie pratique. Parler un peu des ETL, précisément de Setup, du cloud storage, notamment Snowflake, et ensuite terminer avec Tableau Software, donc présenter les différentes builds qu'on a eu à mettre en place pour la présentation. Voilà. Donc le Big Data peut être défini comme une si grosse quantité de données qu'elle ne peut pas être managée par des systèmes de base de données traditionnels. Voilà. Donc là, nous avons un peu 3 V qui peuvent caractériser le Big Data. Là, j'en ai pris que 3. Dans cet cas, vous allez voir 4, 5, tout un festival de V. Mais là, je pense que ces V sont assez explicites avec les diapos qui suivent pour caractériser le Big Data. Donc le premier V fait référence à la vélocité. La vélocité, c'est tout simplement la vitesse à laquelle les données sont produites. Donc là, le deuxième V qui fait référence au volume, c'est la quantité de données à laquelle on a affaire, et la variété. Donc la variété, c'est la différence entre les différents types de données. Par exemple, on n'aura pas juste que des données tabulaires, on aura aussi des données sous forme d'MP3, audio, vidéo, etc. Voilà. Donc l'analyse de données. Donc maintenant qu'on a nos données disponibles, il faut en tirer de la valeur. Et c'est là qu'intervient l'analyse de données. Donc l'analyse, c'est tirer de la valeur d'une quantité de données. Donc cela se fait par ces différents graphes que vous voyez là. Donc on a là un diagramme en camembert, des histogrammes qui nous permettent d'avoir une vue globale de la donnée et comprendre si c'est un business, comment se porte le business, comment les ventes s'écoulent, etc. Voilà. Donc, avant d'arriver à la phase d'analyse, effectivement, il y a un workflow, tout un processus par lequel on va passer. Donc, pour la première étape, c'est la collecte. Donc, durant la collecte, c'est durant cette étape qu'on va collecter la donnée. Ensuite, après l'avoir collectée, donc là, on parle de données brutes, il y a une étape de préparation. Donc, il n'est pas dit qu'après la collecte, on a directement quelque chose qu'on peut exploiter pour faire de l'analyse. Cela peut nécessiter une certaine préparation sur la donnée avant d'effectuer de l'analyse là-dessus. Donc pour cette partie analyse, préparation, nous allons un peu plus en parler avec Setup. Ensuite, il y a la partie analyse. Donc au niveau de la partie analyse, c'est là que va intervenir Tableau, on pourra avoir nos graphes et voir comment se présente la donnée. Maintenant, il y a la partie action. Par exemple, quand on a des dashboards, si c'est un site de e-commerce par exemple, là on saura quels sont les produits les mieux vendus, quels sont ceux qui ne se vendent pas bien. Donc l'action va tout simplement consister à faire de la promotion pour les produits qui ne se vendent pas bien et augmenter aussi le stock des produits qui se vendent bien pour qu'il n'y ait pas de rupture. Donc après ça, on retourne à la première étape qui est encore la collecte, préparation, analyse, pour voir si les mesures qu'on a prises précédemment ont fait leur effet. Voilà. Donc pour l'analyse de données, il y a l'analyse en mode, on a le batch processing. Donc le batch processing, c'est lorsqu'il y a du temps qui s'écoule entre la production de la donnée et l'analyse de cette donnée. Tandis que le real time, c'est dès que la donnée est produite, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour traiter cette donnée et l'afficher dans un dashboard. Donc en temps réel, on sait ce qui se passe au niveau du business. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là on a un peu l'architecture de notre use case. Donc nous pour le use case, on a pris les données d'un site de e-commerce basé au Brésil appelé Olis. Donc c'est leurs données qu'on va utiliser. Donc ils ont une application web sur laquelle les clients viennent, se connectent, font des commandes sur des produits qui sont livrés, etc. Donc maintenant, l'objectif, ça sera d'obtenir toutes les transactions qui sont effectuées au niveau du site en temps réel. Donc le site va envoyer automatiquement ces données au niveau de Amazon Kinesis. Donc Kinesis qui est un service d'Amazon utilisé pour mettre en place un stream sur lequel cette application va se souscrire comme un producteur de données et on aura maintenant Setup pour la préparation de la donnée qui va venir s'inscrire ici comme
un consommateur et il va récupérer cette donnée, on va faire quelques transformations, ensuite la stocker au niveau de Snowflake qui sera notre entrepôt. Maintenant, pour finir, c'est là que Tableau va venir au niveau de Snowflake, se loguer et produire des tableaux de bord qui vont permettre de comprendre ce qui se passe dans le business. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madou qui va nous parler de tout ce qui est setup et ETL. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette présentation. Abdoulaye, comme Abdoulaye l'a dit, il a parlé du phénomène Big Data. Et qui parle de Big Data parle de données massives qui existent actuellement. Parle de données massives qui existent actuellement. En effet, la plupart des entreprises aujourd'hui ont plusieurs sources de données. Par exemple, une entreprise, un site e-commerce peut avoir une application mobile de e-commerce et une application web, et des données provenant des réseaux sociaux. Qui dit e-commerce dit analyse de données parce qu'ils vont avoir besoin de connaître leurs clients, connaître les produits qui sont les plus achetés. Mais ça, comme les données sont éparpillées, il faut un outil qui est capable d'agréger sur toutes ces données-là et de les stocker dans un endroit unique. C'est pour cela qu'il y aura un besoin de faire une analyse en temps réel, agréger les différentes sources de données pour faire de l'analyse en temps réel. Qui dit analyse en temps réel, c'est-à-dire pour un besoin spécifique, c'est-à-dire prendre des décisions. On sait aujourd'hui, pour prendre la bonne décision, il faut se baser sur la donnée. À l'ère du 21e siècle, la bonne décision se base actuellement sur la donnée. Maintenant, quel outil permettra d'agréger ces différentes sources de données-là pour les mettre dans un endroit unique? C'est ce qu'on appelle un ETL, c'est-à-dire Extract Transform Load de manière simple. C'est un programme informatique qui est capable d'aller à une source de données, ou même plusieurs sources de données, faire extraire les données, faire de la transformation, c'est-à-dire parfois filtrer les données, les mauvaises entrées, bien faire de l'agrégation et stocker ça dans un endroit unique, qui est un entrepôt de données, qui peut être un data warehouse ou bien un data lake. C'est ça le travail d'un ETL. C'est très simple. Maintenant, il y a plusieurs ETL qui existent sur le marché, mais la référence, le standard des côtés ETL, aujourd'hui, c'est Spark. Spark, lui, c'est l'ETL de référence. La plupart des ETL même se basent sur Spark pour faire la partie ETL. Maintenant, Spark, pour faire du Spark, il faut être un bon développeur. Il faut soit maîtriser le Scala, le Java, Python ou bien R. Et là, ça nécessite du temps. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin de faire des analyses en temps réel. Lorsqu'on a la donnée, on ne pense pas à faire des agrégations, mais on passe plutôt à faire de l'analyse. Donc, écrire du code Spark, ça peut prendre du temps. Il faut mieux utiliser un outil qui est plus simple. Là, on voit un code Spark. Ça nécessite un programme, ça nécessite de recruter des développeurs et c'est un peu coûteux. Mieux vaut utiliser un outil qui fait abstraction de Spark. C'est là que vient un outil vraiment très simple à utiliser qu'on appelle CDAP, c'est-à-dire Cascade Data Application Platform. C'est une plateforme qui permet de créer des applications Big Data de manière simple. On utilise juste une UI, on peut créer une application Big Data de bout en bout sans pour autant écrire une ligne de code. C'est ça l'intérêt de CDAP. Comme je l'ai dit, c'est la boîte à outils pour concevoir nos applications Big Data actuellement. CDAP, on peut créer une application, faire le déploiement et l'exécution sans pour autant écrire une ligne de code. C'est vraiment très simple à manier. En plus, il nous offre une vision complète et unifiée de l'ensemble de nos applications. Toutes nos applications Big Data sont stockées dans un seul endroit. On peut avoir une vision complète des métadonnées, faire le linéaire, c'est-à-dire telle donnée provient de là, de là. C'est ça l'intérêt de CDAP, d'avoir du CDAP. Maintenant, on va juste explorer l'interface de CDAP pour montrer que c'est facile à utiliser vraiment. Voilà, là vous voyez, c'est l'interface de CDAP. C'est vraiment très facile à utiliser. Là à gauche, nous avons les plugins. Il suffit juste de manipuler des plugins. Quand on dit un plugin, c'est juste un programme. Amadou? Oui, excuse-moi, tu montrais l'interface de CDAP bien? Oui, c'est ça. Oui. Ah, ok. Ça vient de venir. Okay. D'accord. Comme je l'ai dit, voilà CDAP, Cascade Data Application Platform, une plateforme vraiment très facile à utiliser. Là sont les plugins. Et quand on dit par de plugins, c'est juste un programme Java qui a été écrit qui va être exécuté sur un cluster Spark. CDAP, c'est du Spark qui tourne derrière.
Là, par exemple, je peux prendre par exemple l'exemple d'une base de données. Il suffit juste de mettre les identifiants de la base de données. On peut partir sur la partie transform, c'est la partie T de l'ETL. Ensuite, là, on a les syncs, c'est-à-dire tout ce qui est destination, qui peut être un cloud data warehouse, ou bien comme Snowflake, par exemple. Dans la partie transform, on peut prendre par exemple un CSV format, ou bien pour faire tout ce qui est transformation. Et vous voyez, c'est simple à manier. Juste connecter les sources, lancer le pipeline, déployer sans pour autant écrire une code. C'est vraiment très facile à utiliser. Là, dans ce use case, dans cette présentation, nous avons fait allusion à un site e-commerce, un site e-commerce du Brésil. Quand on parle d'un site e-commerce, il faut nécessairement qu'il y ait des achats et ventes. Donc, on va, en premier lieu, les sites e-commerce, ils ont déjà leurs sources de données. Nous, on va venir utiliser SIDAP, prendre toutes les données là et les stocker dans le data warehouse qui est Snowflake qu'on va utiliser ici. Là, vous voyez, tout ce sont tous les paiements, les reviews, les clients, toutes les données, on va les prendre à partir de la source du site e-commerce et les stocker au niveau de Snowflake. Là, vous voyez, on n'a même pas écrit une ligne de code. Toutes les données sont au niveau de Snowflake. Maintenant, on sait que ça, on ne peut pas faire ça tout le temps. Chaque mois, par exemple, prendre des données et les stocker dans Snowflake. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que SIDAP permet de tout faire. Il y a une partie real-time. Ça, c'est ce que Abdullah a appelé le mode batch. La partie real-time, toutes les nouvelles données qui vont arriver après ce load-là, ils vont être stockées aussi ils vont être stockés aussi dans Snowflake. Toutes les nouvelles données qui vont arriver vont être aussi stockées dans Snowflake. C'est ça la partie real-time de SIDAP. Voilà. Ça, c'est la partie real-time de l'application. Vous voyez l'écran, non? Oui, on voit Setup Studio, mais l'écran est vide. Ok. Vous voyez toujours pas le pipeline, voilà. Voilà, là, on a le pipeline côté real-time. Là, vous voyez. Abdoulaye vous a parlé de Kinesis. Là, vous voyez, il y a toutes les nouvelles données qui vont arriver sur Kinesis vont être récupérées à partir de ça. Là, si vous regardez bien, vous voyez qu'on a 20 245 données qui vont transiter sur le pipeline. Mais il y a des données qui vont arriver au fur et à mesure. Là, vous voyez 20 345, 20 566. Et toutes ces données vont être transformées et stockées au niveau du data warehouse qui est Snowflake. Là, vous voyez, ça, c'est la partie real-time. À chaque fois qu'un utilisateur va venir sur le site, faire ses achats, la donnée là va être envoyée directement sur Kinesis et SIDAP va aller pour faire un pool des données sur Kinesis et les stocker sur Snowflake. C'est vraiment très simple à utiliser. Je vais laisser peut-être Ababacar vous montrer que les données arrivent bien évidemment sur Snowflake et vous montrer aussi l'aspect real-time. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Moi, c'est Ababacar Haidara. Je suis data engineer à Bambou. Donc, pour ma part, je vais vous parler du cloud storage. Donc, comme vous le savez, hein, aujourd'hui, les données ne sont plus stockées sur site, on-premise. Donc, les données sont aujourd'hui stockées en ligne dans le cloud. Donc, sur ce, nous allons vous présenter un outil vraiment qui a fait ses preuves de nos jours, un data warehouse qui s'appelle Snowflake. Snowflake qui est un cloud data platform qui a vu le jour en 2012, créé par Benoît et Thierry, ce sont deux Français. Et Snowflake vient nous proposer une simplification tout simplement de l'architecture Big Data. Puisque souvent, vous le savez, l'architecture Big Data est très complexe, il y a beaucoup d'entités qui entrent en jeu. Donc, Snowflake vient nous proposer une simplification de cette
approche-là, c'est-à-dire mettre en place l'architecture Big Data. Donc, comme vous le voyez, Snowflake propose une plateforme qui va unifier tout ce qu'en général qu'on a besoin de faire ou bien de mettre en place lorsqu'on met en place une architecture Big Data. Donc, il propose du data engineering, du data lake, c'est-à-dire stocker les données à long terme, du data warehouse, data science, data application et du sharing d'une manière vraiment très bien faite. Donc, tout est unifié, donc ce qui simplifie vraiment la mise en place d'une architecture Big Data. Donc, Snowflake aussi, quand vous créez votre compte, par exemple, vous pouvez choisir quel provider vous allez utiliser, AWS, Azure ou bien Google Cloud. En fait, ce qui est très intelligent, puisque Snowflake n'a pas ses propres serveurs et autres. Donc, lorsque vous créez la plateforme, lorsque vous créez un compte, donc il vous propose de choisir AWS ou Azure, puisque ces providers-là ont déjà fait leur preuve. Donc, il fait tourner la plateforme au niveau de ces providers-là. Donc, après cela, je vais vous présenter le pipeline, le use case qu'on a mis en place. Amadou vous a présenté tout à l'heure avec Sedap le real-time pipeline qui tourne là actuellement. Comme vous voyez, les données donc, vont provenir de Kinesis et vont être stockées sur Snowflake. Donc, voici sur Snowflake, à gauche complètement, vous avez vu les différentes bases de données qu'on a instanciées. Donc, pour ce use case-là, on a instancié le Think Data. Et dans Think Data, il y a plusieurs schémas, c'est-à-dire des schémas. Donc, dans le schéma public, on a toutes nos tables, les tables du e-commerce. Donc, si je viens par exemple au niveau de Police Order Dataset, donc pour cette table-là, actuellement, vous voyez 34 999 rows. Donc, si je rafraîchis, normalement, les nombres de lignes devront être, voilà, ça augmente. Voilà, maintenant, on a 57 382, ainsi de suite. Donc, les données vont venir en temps réel. Et après cela, donc, vous verrez après la suite que l'équipe software, table software, va venir se plugger sur Snowflake et consommer nos différentes données-là en temps réel pour produire des real-time dashboards. Donc, l'autre fonctionnalité que je peux vous montrer sont les rôles. Donc, les rôles, on a différents rôles au niveau de Snowflake. Donc, si par exemple, ici, on a les 6 admin rôles. Donc, ce 6 admin rôle-là ne nous permet pas de voir toutes les fonctionnalités. Si par exemple, je switch au niveau du rôle account admin, donc celui-là nous permet de voir certaines fonctionnalités de plus. Par exemple, ici, vous pouvez gérer les crédits que les warehouses utilisent. Ici, par exemple, on peut voir que Think Data utilise 21,99 crédits, qui est sensiblement à $21. Donc, vous pouvez avoir le contrôle du nombre de crédits que consomment les différentes warehouses que vous avez eu à mettre en place. En plus de ces fonctionnalités, on peut vous montrer aussi les ressources monitor. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans la mesure où il vous permet par exemple de dire qu'un tel warehouse, s'il atteint un nombre de crédits, donc arrêtez le warehouse, envoyez-moi un email et faites-moi ici des notifications. Donc, ce qui est très intéressant. Et pour terminer et vous montrer plus la puissance de Snowflake, donc nous allons essayer de requêter sur cette table-là, qui contient des milliards de lignes. C'est cette table de Snowflake Simple Data. Donc, au niveau de ce schéma-là, TCL, oui. Donc, on a plusieurs tables qui contiennent des milliards de lignes. Et donc, nous allons essayer de requêter en limitant le nombre de lignes à 10 615 000 lignes. Donc, pour vous montrer la performance. Voilà, ça charge. OK, et c'est terminé. Donc là, vous voyez, ça fait 65 millisecondes. Donc, Snowflake est assez intelligent. Parfois, si vous faites des requêtes, et que vous revenez faire encore une autre requête et que certaines données ont été déjà chargées, donc il va utiliser son historique, le query historique. Donc c'est ce qui lui permet d'avoir vraiment une performance au niveau des requêtes. Donc pour continuer, je vais laisser à mes camarades vous montrer Tableau Software et la manière dont il va se plugger sur Snowflake et faire de belles visualisations. Merci. Merci Ababakar et Daha. Bonjour à tous. Je m'appelle Aminata Sow, data analyst chez Bantu et consultante à Chefferie. Bon, je vais vous parler de Tableau Software, qui est un outil d'analyse de données, de visualisation, donc qui nous permet d'analyser visuellement les données.
Tout à l'heure, Abdoulaye nous a défini l'analyse de données qui est un ensemble de technologies visant à créer de la valeur en utilisant les données brutes. Donc, vous savez, on a pas mal d'outils d'analyse de données, mais aujourd'hui, on a fait le choix sur Tableau Software et on vous dira pourquoi. Avec Tableau Desktop, on peut faire de la visualisation, créer des tableaux de bord et interactifs et partageables. Donc, pourquoi Tableau? Parce que c'est un outil de BI self-service. Il ne nécessite pas d'avoir un haut niveau d'expertise, ni en programmation, ni en informatique, pour utiliser Tableau. Donc, c'est un outil très performant pour le business parce qu'il suffit d'avoir la main sur l'outil pour commencer à créer des dashboards en utilisant les drag and drop et aussi partager ces dashboards-là avec vos collaborateurs. Aussi, Tableau nous permet de combiner différentes sources de données, relationnelles, semi-structurées ou même des données brutes. On peut combiner des fichiers Excel, PDF, des bases de données Data Warehouse, comme l'a montré Aïdara. Dans notre cas, on va utiliser notre Data Warehouse Snowflake pour se connecter et créer des visualisations. Donc, Tableau aussi, avec l'interaction de Tableau, on peut utiliser nos dashboards reporting en utilisant notre téléphone portable grâce à l'outil Tableau Mobile et aussi utiliser n'importe quel terminal comme la tablette ou bien l'ordinateur, n'importe quel terminal pour se connecter sur Tableau Online ou bien le Tableau serveur et visualiser nos dashboards, préparer notre réunion en cours de route, etc. La collaboration à temps réel, on peut partager nos dashboards avec nos collaborateurs pour leur permettre d'accéder à ces dashboards-là et faciliter la prise de décision ou bien trouver de l'information pertinente grâce au dashboard créé. Donc, on l'analyse. Tableau n'est pas seulement un outil de reporting comme pas mal d'outils. Il y a aussi des algorithmes d'intelligence artificielle intégrés sur Tableau qui nous permettent de pouvoir répondre à pas mal de questions comme le pourquoi, le quand, l'évolution des ventes, la performance des agents sur le terrain. Ici, on a l'exemple d'un site d'e-commerce. Donc, vous allez découvrir tout à l'heure ce qu'on a pu faire avec Tableau, les analyses pertinentes qu'on a pu faire. Donc, la gouvernance, c'est parce que pas mal d'entreprises n'ont pas confiance à certains outils pour créer des dashboards reporting, vu la sensibilité des données. Donc, Tableau vient sécuriser cette partie. La fiabilité de Tableau nous permet de pouvoir partager nos dashboards tranquillement et de pouvoir collaborer entre collaborateurs tout en utilisant des dashboards interactifs et intelligents. Donc ici, on a le pack de Tableau software, déjà le Tableau desktop qui nous permet de créer des visualisations et reporting. On va vous montrer ça tout à l'heure. Le Tableau Reader nous permet d'utiliser Tableau gratuitement, donc on peut visualiser des dashboards en utilisant Tableau Reader. Et Tableau Public nous permet de partager avec le grand public, donc tu peux créer des dashboards et le partager avec Tableau Public. Tableau Serveur, c'est pour les entreprises qui n'ont pas confiance au cloud. Tu peux héberger ton propre serveur pour centraliser tes dashboards et les partager entre tes collaborateurs à l'interne. Aussi, Tableau Online, tu n'as pas besoin de chercher tout ce qui est maintenance, mise à jour de budget, etc. Il suffit juste de créer, d'acheter ta licence Tableau et de partager, de centraliser tes dashboards. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la main à Amanat Diop, ma collègue en analyse de données, pour qu'elle vous fasse une démo des informations du site de e-commerce. Merci à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Amanat Diop, expert data à Bambou. Donc, déjà, je vais partager mon écran. Alors, donc, je vais présenter le use case qu'on a eu à réaliser en utilisant des données d'un site e-commerce qui se trouve au Brésil, le Holist, comme tout à l'heure les collègues l'ont présenté. Donc là, d'abord, nous avons l'interface de Tableau. Donc, en première partie, montrer peut-être les différents connecteurs que Tableau offre. Donc, Tableau offre plusieurs types de connecteurs, des fichiers plats, des fichiers Excel, des environnements data. On peut aussi utiliser des outils SAP, des bases de données traditionnelles qu'on a l'habitude de voir, comme MySQL, MariaDB.
etc. Donc, il y a pas mal de types de connecteurs que Tableau offre vraiment de manière native pour pouvoir avoir notre source de données et faire les analyses dont on a besoin. Donc, pour notre cas-ci, nous avons utilisé comme source de données Snowflake, qui est le data warehouse que les collègues ont présenté tout à l'heure. Donc là, nous avons choisi notre warehouse Think Data sur lequel le pipeline tourne. Donc, nous avons aussi la base de données. Donc, ici, on a la base Think Data et nous avons choisi le schéma. Donc, ici, on a le schéma Fabric. Donc là, ce qu'on a ensuite, ce sont les différentes tables, les jointures qu'on a. Donc sur Tableau, on peut faire les types de jointures standards qu'on a l'habitude de voir en SQL traditionnel, notamment le left join, le right join, le full outer, ou bien même le inner join. Ou bien même utiliser les conditions de cardinalité one-to-many ou many-to-many qu'on a utilisé en niveau logique. Donc, sans plus tarder, je vais présenter les dashboards qu'on a eu à réaliser avec Tableau. Donc là, nous avons des vues sur les commandes qui ont été faites, les customers, etc. Donc, sur la première ligne, nous avons les indicateurs montrant les différentes commandes. Donc là, nous avons 54,25% des commandes qui ont été délivrées à temps, contre 42,88% des commandes sur lesquelles il y a eu un délai sur la livraison. Donc, en gris, nous avons 2,87% de commandes qui n'ont pas encore été livrées. Donc, pour montrer l'aspect de real time, donc ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on a connecté notre tableau à Snowflake. Donc, on va venir actualiser et dans ce cas-ci, nous verrons le changement qui a été obtenu sur les différents dashboards. Donc là, il est en train d'actualiser les données provenant du site. Il y a eu de nouveaux achats qui ont été faits ou bien qui va passer par le pipeline. Donc, il va venir sur le tableau et on aura les résultats qui vont changer, notamment. Donc là, il est en train de charger. Donc, ça va prendre grand max 10 à 20 minutes. À 20 secondes. Donc là, si on revient sur le chart qu'on avait là tout à l'heure, normalement, sur les KPIs, il y a le changement qui doit être effectif. Voilà. Donc là, il y a un changement assez slight, assez minime donc, sur les valeurs des pourcentages. Donc, on a vraiment en real time le changement qui est fait sur les résultats. Donc là, ce qu'on a essayé de voir, c'est la répartition des commandes sur la zone du Brésil. Donc, avec les couleurs qui varient du rouge au bleu. Donc là, par exemple, si je prends l'état de Mato Grosso, nous avons affiché le total price sur les commandes qui ont été faites sur ces régions et les produits qui sont les mieux vendus sur cette région. Donc, pour avoir une vue sur quelle zone on vend tel produit. Donc, après aussi, ce qu'on a, c'est l'évolution des paiements. Donc, en utilisant les types de paiement, que ce soit une carte de crédit, une carte de débit, des billets de banque ou bien des vouchers qui sont juste des tickets, des bons d'achat. Donc là, nous avons un credit card qui arrive en tête, suivi des autres types de paiement. Donc, en affichant les infos, nous avons l'information sur le paiement, la période sur laquelle ça a été fait. Et voilà, donc là, le niveau de granularité qu'on a choisi, c'est par semaine. Donc, on peut le prendre par mois, par trimestre ou bien même monter au niveau le plus élevé. Ensuite, ce qu'on a, c'est on a essayé d'afficher les produits qui se vendent le mieux, les 10 produits qui se vendent le mieux et leur comparaison par période. Par exemple, là, nous avons Bed Bath Table qui se vend entre 2016 et 2019. Et pour chaque année, nous avons le nombre de commandes qui a été fait pour ce produit-là et voir leur évolution sur une période. Voilà. Donc, après ce dashboard, on a eu un autre qui montre plus en détail les ventes. Donc là, nous avons juste les top orders per product. Donc, pour voir les produits qui se vendent le mieux, qui sont les plus achetés, et les couleurs qui varient du orange light au dark blue pour voir le prix, les produits qui amènent le plus de chiffre d'affaires. Après cela, ce qu'on a, c'est voir la distribution des review scores. Donc, sur le site, sur le site des utilisateurs, en entrant et en faisant leur commande, ils attribuent une note en donnant leur avis sur le site. Donc, avec la note de 5 qui arrive en tête et la note la plus faible et la note de 2. Donc, on a moins de votes pour la note de 2. Là aussi, nous avons un donut chart qui montre la répartition des customers par ville. Donc, là, en prenant la ville d'Acre, nous avons la répartition. Donc, sur la ville de Rio Branco, nous avons plus de commandes avec un pourcentage de 86,42%.
Donc, sur les autres villes, en faisant passer la souris, nous avons le nombre de customers, pardon, qui a été comptabilisé sur cette ville. Après, ce qu'on a, c'est un line chart qui montre sur quelle période de la journée, en fait, nous avons enregistré plus de commandes. Donc, avec un pic qui est enregistré entre 11h et 17h, et les périodes dont les ventes sont les plus basses, c'est entre 3h et, disons, 7h du matin. Donc, ça permet de voir sur quelle période de la journée les achats sont plus faits sur la ville, sur le site, pardon. Enfin, ce qu'on a, c'est qu'on recense sur quelle ville nous avons plus de vendeurs. Donc, là, avec Sao Paulo, nous avons 694 vendeurs. Sur Curitiba, nous avons 127 vendeurs. Rio de Janeiro, nous avons un nombre de vendeurs de 86. Donc, pour les petites bulles, nous avons juste à, par exemple, faire passer la souris sur ça et afficher le nombre de sellers qui est comptabilisé sur cette bulle. Donc, une fois que le travail a été fait, on peut le lancer sur online pour avoir notre chart dans tout ce qui est dashboard en ligne, ce qui permettra la collaboration dont ma collègue Aminata parlait tout à l'heure. Et voilà, donc travailler à distance de manière distribuée. Vraiment, assez pragmatique. Donc, on arrive à terme de notre présentation. Merci pour votre attention. On est à votre disposition si vous avez des questions, ou bien des remarques, ou bien des éclaircissements, pardon, dont on aura besoin pour vous répondre à ça. Merci. Ok, merci beaucoup, guys, pour cette super présentation. Il y a 2 questions déjà dans le QR. Allez voir. Ok, parfait. Ok, avec les données de plus en plus volumineuses et temps réel, pensez-vous pas que ELT, à un moment, va être plus adapté? Là, je pense que, comme vous le dites, avec des données de plus en plus volumineuses, plus la volumétrie est importante, là, on aura tendance à aller vers les ELT, les extracts load transform. Mais si la quantité de données n'est pas aussi énorme, on peut utiliser un ETL. Mais la tendance actuelle, c'est vers les ELT. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une solution ELT, une solution ELT très complète actuellement. C'est une nouvelle tendance, mais au fur et à mesure, on va partir vers les ELT, ça c'est sûr. Mais comme avec un site e-commerce simple, les données carrément l'ETL peut faire le boulot. Je pense que même Snowflake, c'est un ELT. On va expliquer ça sur Snowflake. Oui, Amadou, ouais, ça c'est vrai, hein, parce que aujourd'hui, la question est très pertinente, hein, Aïssatou, concernant voilà, les volumes de données qu'on a en ELT et ETL. Donc, on a le choix, comme Amadou l'a expliqué, mais avec Snowflake, on peut avoir le ELT. On peut avoir le ELT, par exemple, si je share my screen. Ok, c'est bon pour la réponse? Ouais, c'est ça. Je voulais lui montrer un exemple de ELT tout simplement. Bon, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais voilà, je voulais lui montrer que c'est possible en fait qu'on utilise de faire le ELT avec Snowflake, c'est-à-dire le load et le extract, le transform, comme vous le voyez en commentaire. Cette partie-là sera le extract. Le transform sera cette partie-là. Par exemple, on peut faire des replace, donc venant de la donnée. Et la partie load sera tout simplement le insert. Donc, tout réuni en un seul endroit. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce sont les 2 tendances. Donc, on peut l'utiliser selon, voilà, la pertinence de ce qu'on fait. Merci. Ok. Next. Bonjour à tous. Je veux répondre à la question à est-ce qu'il y a une grande différence entre Tableau et Power BI? Pour dire que non, il n'y a pas une grande différence. Moi, déjà, je travaille avec Power BI et en même temps avec Tableau, mais la différence que je remarque, c'est côté user experience. Donc, l'expérience utilisateur sur Tableau Desktop est beaucoup plus facile, facile à utiliser et aussi la partie analyse qu'offre Tableau sur, disons, les calculs de table automatiques. Donc, on n'a pas besoin de toujours
donner des calculs sur DAX, etc. Donc, il y a des calculs de table automatiques qu'offre Tableau et la partie aussi régression linéaire aussi. Tout ça, ce sont des choses. Le cluster, très facile à utiliser sur Tableau. Aussi, moi, je trouve que l'architecture, disons, le design sur Tableau, le fait de pouvoir avoir la possibilité d'agrandir, d'agrandir les dashboards, de mettre ça sur plusieurs formats. Disons, voilà, ce sont les différences que je remarque entre Power BI et Tableau. Mais côté architecture et package, il n'y a pas une grande différence. Merci, si j'ai répondu à la question. Donc, parmi ces solutions que l'on a présentées aujourd'hui, Khadim Ba souhaiterait savoir quels sont ceux qui sont payants et ceux qui sont libres. Par libre, j'imagine, c'est gratuit. Bon, pour SIDAP, lui, il est open source et libre. Mais il y a une partie payante que SIDAP a été racheté en 2018 par Google. Ça s'appelle maintenant Data Fusion. Ça, c'est payant. Si on va sur le cloud de Google, on va trouver Data Fusion et c'est payant. Mais SIDAP en tant que tel, c'est un outil open source et gratuit. On a utilisé encore Kinesis. Kinesis, c'est un service d'Amazon. Lui, il est payant. Il est payant, mais il n'est pas cher. Il est vraiment pas cher. Snowflake aussi, c'est une solution cloud. C'est aussi payant, mais pas cher encore. Tableau, peut-être je vais laisser à Manato et Aminata vous parler de ça. Oui, Tableau c'est payant et il y a différents packages. Donc, comme on n'a pas assez de temps, après, sur les slides, on va partager en même temps le pricing. Il y a le tableau créateur, le tableau explorer et le tableau viewer. Donc, il y a 3 packages confortables. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est la réponse? OK. Oui, c'est bon. Super. OK. La prochaine question, il nous reste 2 minutes. Quelle est la différence entre Snowflake et les outils de gestion de base de données comme Microsoft SQL Server, Management Studio, par exemple? Bon. Microsoft SQL Server et Tableau Snowflake. Bon. Il faut comprendre que Snowflake, bon, c'est déjà dans le cloud et il est venu révolutionner tout simplement la manière de stocker les données. Donc, comme je l'ai expliqué le début, pourquoi Snowflake aujourd'hui fait un peu la différence. Déjà, il te propose toutes les entités en général qui interviennent lorsqu'on met en place une architecture Big Data. Tu vas parfois avoir des data lakes, par moment des data warehouse, par moment data scientists. Donc, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser à cette plateforme seule. Tu peux faire beaucoup de choses, en fait. C'est ça la principale différence. La rapidité aussi de Snowflake. La rapidité, puisque avec ces warehouses qu'on peut scaler de manière très facile, tout simplement en paramétrant, on peut scaler de manière très facile. Avec Snowflake aussi, le pricing est très faible. Le pricing est très faible. Un crédit, c'est-à-dire $1, vous avez vu tout à l'heure, je l'ai montré. Donc, c'est très faible et c'est très fluide aussi lorsqu'on l'utilise, par exemple, avec Tableau. Donc, lorsque vous vous connectez avec Tableau, donc c'est très fluide. L'architecture que Snowflake a parvenu à mettre en place, qui est de différencier la partie processing et la partie cloud, ce qui n'est pas évident. Souvent, les gens, quand ils mettent ça, on scale avec le processing et le stockage. Snowflake a su différencier cela, ce qui fait que son architecture est très performante et très rapide. Par rapport à les autres warehouses d'une manière générale qui existent dans le marché. OK. Merci à toutes et à tous pour cette super présentation.